Sophie est celle qui mérite cette maison, a annoncé ma mère. Papa a tendu les clés à ma sœur pendant que tout le monde acclamait. J'étais la fille qui avait payé l'hypothèque, les impôts et les réparations pendant des années. Quand j'ai posé une question, mes parents m'ont dit d'arrêter de gâcher la fête. J'ai simplement souri et je suis parti. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé en pleurant. Je m'appelle Emma Carter. J'ai 36 ans. Je vis à Minneapolis, au Minnesota, et je travaille comme comptable pour une petite entreprise de fabrication. Mes parents vivent dans notre maison familiale au bord du lac près du lac Minnetonka, à environ 30 minutes de mon appartement. Ma sœur cadette a 32 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, mes parents l'ont traitée comme la fille qui méritait un peu plus d'aide que moi. Ce soir-là, tout le monde était rassemblé à la maison du lac pour ce que je pensais être un dîner de famille. Puis mon père s'est levé et a annoncé que ma sœur allait reprendre la maison. Ma mère a souri et a appelé cela un nouveau départ pour elle. Tout le monde a félicité ma sœur pendant que mon père plaçait les clés dans sa main. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé pourquoi ils avaient pris la décision sans moi. J'ai juste regardé ma sœur et j'ai posé une question. Sait-elle quelle part de cette maison j'ai payé? La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma sœur a cessé de sourire. Mon père m'a regardé fixement et a dit, « Emma, pas ce soir. Ne gâche pas ça pour tout le monde. » J'ai regardé les clés dans la main de ma sœur, puis mes parents. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà parcouru dans ces dossiers et trouvé. Et ils ne savaient certainement pas ce que j'avais décidé de faire ensuite. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous avez déjà été traité comme l'enfant dont on attendait toujours qu'il donne plus, restez avec moi car cette histoire devient bien pire avant de s'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner. 7 ans plus tôt, les choses étaient beaucoup plus simples. J'avais 29 ans quand je suis revenu à Minneapolis après avoir passé plusieurs années à travailler dans un autre État. J'avais pris un poste de comptable dans une petite entreprise de fabrication. Rien de glamour, mais c'était un travail stable. Le salaire était fiable, et j'aimais savoir exactement où j'en étais financièrement. Je louais un modeste appartement, payais mes propres factures, gardais ma voiture assurée, et demandais rarement quoi que ce soit à mes parents. À l'époque, je pensais que c'était simplement à cela que ressemblait la vie d'adulte. Mes parents possédaient la maison du lac près du lac Minnetonka depuis des années. C'était l'endroit où notre famille se réunissait pour les vacances, les anniversaires et les longs week-ends. Mon père l'avait toujours considéré comme une source de fierté, tandis que ma mère s'occupait de la plupart des décisions ménagères la concernant. Ils avaient géré la propriété confortablement lorsque les dépenses étaient prévisibles. Mais cela a commencé à changer après mon retour à la maison. Sophie Carter avait alors 25 ans, et elle essayait encore de découvrir ce qu'elle voulait faire. Elle parlait constamment de se lancer dans le marketing, de changer d'emploi, de suivre des cours, et finalement de trouver quelque chose qui lui donnerait une vraie carrière. Mes parents croyaient qu'elle allait devenir quelqu'un. Ils parlaient de ses projets comme si chaque échec était temporaire et chaque nouvelle idée méritait une autre chance. J'étais différente. J'avais un travail régulier, un appartement régulier, et un budget que je suivais réellement. Personne ne célébrait ces choses parce que pour mes parents, ce n'était pas des réussites. C'était simplement la preuve que je pouvais prendre soin de moi-même. Cette différence est devenue évidente lorsque la maison du lac a commencé à coûter plus que ce que mes parents attendaient. D'abord, le toit a eu besoin de réparation. Ensuite, le système de chauffage a commencé à causer des problèmes, et les impôts fonciers sont arrivés en même temps. La prime d'assurance a également augmenté. Mon père se plaignait des factures chaque fois que nous parlions. Et un soir, alors que nous discutions des dépenses à venir, j'ai proposé d'aider à tout suivre. Je peux organiser les factures pour vous, ai-je dit. Au moins, nous saurons ce qui arrive. Mon père a accepté immédiatement. Il ne m'a pas demandé de payer quoi que ce soit. Il voulait seulement que les papiers soient organisés, et cela ne me dérangeait pas de le faire. À peu près au même moment, Sophie traversait une autre transition. Elle avait quitté un travail qu'elle n'aimait pas et cherchait quelque chose de mieux. Mes parents l'ont aidée à payer son loyer pendant un certain temps, ont remboursé une partie du solde d'une carte de crédit, et l'ont aidée avec une caution lorsqu'elle a déménagé dans un autre appartement. Ils ont également couvert certaines dépenses liées à sa recherche d'emploi. J'ai remarqué la différence, mais je n'ai rien dit.
Sophie était ma sœur et je ne croyais pas que chaque dollar devait être divisé également entre nous. Si mes parents voulaient l'aider pendant qu'elle s'installait, c'était leur choix. Puis un après-midi, alors que je parcourais le compte de la maison du lac, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'argent disponible pour un paiement à venir. La facture était due bientôt et mon père était hors de la ville. Plutôt que de la laisser en retard, j'ai transféré l'argent moi-même. Quand je le lui ai dit, il a semblé soulagé. « Nous te rembourserons », a-t-il dit. « D'accord, ai-je répondu. Je n'en ai pas fait toute une histoire. J'ai sauvegardé le reçu, noté le paiement dans ma feuille de calcul, et j'ai continué ma semaine. Quelques semaines plus tard, mon père m'a demandé si je pouvais mettre à jour la feuille de calcul car une autre facture de réparation était arrivée. Je l'ai fait après le travail et j'ai remarqué que la propriété avait plusieurs dépenses récurrentes auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. J'ai envoyé la liste mise à jour à mon père et il m'a remercié de lui faciliter les choses. C'est comme ça que je me suis impliqué sans m'en rendre compte. J'étais simplement la personne qui savait comment organiser les chiffres et qui remarquait quand quelque chose manquait. Ma mère a aussi commencé à m'envoyer des reçus. Parfois, elle m'envoyait une photo d'une facture par texto et me demandait de l'ajouter à la feuille de calcul. Je répondais parce que cela semblait plus facile que de laisser une facture se perdre. Pendant ce temps, Sophie continuait de passer d'une opportunité à l'autre. Elle parlait d'emplois en marketing, d'événements de réseautage, et de projets qui semblaient prometteurs mais ne duraient jamais très longtemps. Chaque fois que quelque chose échouait, mes parents trouvaient un autre moyen de l'aider. Ils ne semblaient jamais s'inquiéter que ce soutien puisse devenir permanent. Je ne comparais pas ce qu'ils lui donnaient avec ce qu'il me donnait. J'avais mon propre revenu et n'avais besoin de personne pour payer mon loyer ou ma carte de crédit. Si je voulais quelque chose, j'économisais pour l'avoir. C'était normal pour moi. La maison du lac était différente parce qu'elle appartenait à toute la famille dans mon esprit. Quand mes parents avaient besoin d'aide pour la faire fonctionner, je voyais cela comme une aide pour protéger quelque chose qui nous tenait tous à cœur. Alors, quand ce premier paiement a quitté mon compte, je n'ai pas eu l'impression de prendre une responsabilité. J'ai eu l'impression de résoudre un petit problème pour les gens que j'aimais. Mon père avait promis de me rembourser, et je l'ai cru. J'ai fermé la feuille de calcul ce soir-là et je suis retourné à ma routine habituelle, sans plus y penser. Le premier paiement était censé être le dernier. Ce ne fut pas le cas. Au cours des mois suivants, la maison du lac a continué à produire des factures, et mes parents ont continué à trouver des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas les couvrir. D'abord, c'était l'impôt foncier. Puis, le paiement de l'assurance est arrivé à échéance. Après cela, une entreprise de réparation a eu besoin d'un acompte pour des travaux sur le système de chauffage. Chaque fois, mon père promettait la même chose d'une manière légèrement différente. Juste ce mois-ci, nous rattraperons le mois prochain. Je l'ai cru parce que le montant semblait gérable au début. Quelques centaines ici, un autre paiement là. Je ne faisais pas de chèque chaque semaine, et personne ne m'avait formellement demandé de prendre le relais. J'intervenais simplement chaque fois qu'une facture ne pouvait pas être payée à temps. Cet arrangement est devenu plus difficile à ignorer lorsque les dépenses ont commencé à se rapprocher. Une facture de service public arrivait avant que la réparation précédente n'ait été réglée. La date limite de l'impôt foncier arrivait alors que le renouvellement de l'assurance était toujours impayé. Ma mère m'envoyait un message me demandant si je pouvais couvrir l'une d'elles, et je le faisais généralement. Elle ne l'a jamais présenté comme quelque chose de permanent. C'était toujours présenté comme un problème temporaire qui disparaîtrait une fois que mes parents auraient passé le mois suivant. Pendant ce temps, la situation de Sophie ne devenait pas plus stable. Elle a de nouveau changé d'emploi et a eu une autre période sans revenu régulier. Mes parents ont continué à l'aider avec le loyer et d'autres dépenses personnelles. J'étais au courant d'une partie de cela parce que ma mère le mentionnait nonchalamment comme si c'était tout à fait normal. Ce qui a commencé à me déranger, ce n'était pas qu'ils aidaient Sophie. C'était qu'ils semblaient avoir de l'argent disponible chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. Pourtant, chaque fois que la maison du lac avait besoin d'une dépense couverte, c'est moi qu'ils appelaient. Un samedi matin, ma mère a appelé pendant que je préparais du café et m'a demandé si je pouvais m'occuper d'un autre paiement d'assurance. J'ai ouvert la feuille de calcul et j'ai regardé les dépenses récentes avant de répondre. Papa n'a-t-il pas dit qu'il couvrirait la dernière? Ai-je demandé. Il le fera, a-t-elle dit. Nous sommes juste à court ce mois-ci. J'ai payé,
mais cette fois j'ai sauvegardé la confirmation dans un dossier séparé au lieu de la mettre avec les dossiers réguliers de la maison. Cette petite décision a changé ma façon de voir les chiffres. Je suis revenu sur les paiements que j'avais déjà faits et j'ai commencé à les comparer avec les factures que ma mère m'avait envoyées. Plus je regardais attentivement, moins je me sentais à l'aise. Certains montants correspondaient exactement aux dépenses de la maison du lac, d'autres non. Il y avait des transferts qui m'avaient été décrits comme des coûts liés à la propriété, mais les dates et les montants ne correspondaient pas aux factures. Je n'ai accusé personne. J'ai vérifié à nouveau les dossiers. Un transfert a attiré mon attention car il avait été effectué peu de temps après que Sophie ait déménagé dans un autre appartement. Le montant était proche de ce que ma mère avait mentionné comme nécessaire pour la maison du lac, mais la transaction était allée ailleurs. J'ai vérifié un autre mois et j'ai trouvé quelque chose de similaire, puis un autre. Aucun des paiements individuels ne prouvait quoi que ce soit par lui-même, mais ensemble, ils montraient un schéma que je ne pouvais pas ignorer. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Je n'ai pas élevé la voix ni mentionné tout ce que j'avais trouvé. J'ai commencé par une simple question. Maman, où va l'argent du compte de la maison du lac? Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Que veux-tu dire? Une partie de l'argent ne semble pas être destinée à la propriété. Elle a soupiré. Emma, nous sommes une famille. Nous nous entraidons. J'ai regardé la feuille de calcul sur mon ordinateur portable. Alors pourquoi suis-je la seule à continuer de payer? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle m'a dit que je rendais la situation plus compliquée qu'elle ne l'était. Elle a dit que mon père faisait ce qu'il pouvait et que Sophie avait eu une année difficile. J'ai demandé pourquoi mes paiements étaient traités comme une solution permanente alors que les problèmes de tout le monde étaient considérés comme temporaires. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Un instant plus tard, il a pris le téléphone. Emma, tu es responsable. Sophie a plus besoin d'aide que toi. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Ce n'était pas une explication sur l'argent. Ce n'était pas une réponse à ma question. C'était simplement une décision sur qui dans la famille était censé porter plus. Après avoir terminé l'appel, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. J'ai commencé à sauvegarder chaque confirmation de paiement, chaque facture, chaque relevé de virement, et chaque message lié à la maison du lac. Je n'essayais pas de punir qui que ce soit. J'avais besoin de savoir exactement ce qui se passait avec l'argent que j'avais investi dans cette propriété. J'ai aussi commencé à conserver les dossiers par ordre chronologique parce que je voulais séparer ce que j'avais personnellement payé de ce que mes parents avaient payé et de tout ce qui était lié à Sophie. Jusque-là, j'avais fait confiance aux explications qu'on me donnait. Maintenant, je voulais que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai imprimé les premières pages et les ai placées dans un dossier à côté de mon bureau, puis j'ai ajouté la dernière confirmation de paiement avant de fermer le dossier. Le lendemain, j'ai ajouté les anciens relevés bancaires auxquels j'avais encore accès et j'ai marqué chaque paiement par date et par objet. Pour la première fois, je ne considérais pas la maison du lac comme une dépense familiale. Je la considérais comme un dossier financier qui devait avoir un sens. J'ai continué jusqu'à ce que chaque entrée ait sa place. Une fois que j'ai commencé à tenir des registres, mes parents ont commencé à en demander plus. Mon père voulait que je continue à couvrir l'hypothèque chaque fois que leur compte était à découvert. Ma mère s'attendait à ce que je m'occupe de l'impôt foncier. Et lorsqu'une autre réparation s'est présentée, elle m'a envoyé la facture avant même d'en avoir discuté avec papa. Les services publics sont devenus partie intégrante du même schéma. Si quelque chose était dû et qu'ils n'avaient pas assez de liquidité, on s'attendait à ce que je m'assure que ce soit payé. Je leur ai dit que nous avions besoin d'un arrangement différent. J'ai dit que la maison du lac appartenait à la famille, donc la responsabilité de la faire fonctionner ne pouvait pas continuer à retomber sur une seule personne. S'ils voulaient que je m'implique, tout le monde devait contribuer une part raisonnable. Je ne demandais pas à Sophie de tout prendre en charge. Je ne demandais pas à mes parents d'arrêter de l'aider. Je leur demandais d'arrêter de traiter mon revenu comme le compte de secours pour chaque problème. Sophie n'a pas bien pris cela. Elle m'a appelé ce soir-là et m'a dit qu'elle essayait encore de stabiliser sa carrière. Elle avait de nouveau changé d'emploi et son revenu était imprévisible. J'ai écouté pendant qu'elle expliquait pourquoi elle ne pouvait pas assumer une autre dépense mensuelle. Quand elle a fini, j'ai demandé « Quand le pourras-tu » Il y a eu une longue pause. « Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-elle demandé.
Ça veut dire que ça ne peut pas rester temporaire pour toujours. Elle m'a accusé de compter chaque dollar que mes parents dépensaient pour elle. Je lui ai dit que ce n'était pas ce que je faisais. Je regardais ce qu'on me demandait de payer. Elle a dit que je la faisais se sentir comme un fardeau au sein de sa propre famille. Je lui ai rappelé que je ne lui avais jamais demandé de rembourser quoi que ce soit que j'avais fait pour nos parents. Je voulais seulement la même considération en retour. Elle a mis fin à l'appel en disant que j'avais changé. Je ne pensais pas avoir changé. Je pensais que j'avais enfin cessé de prétendre qu'être responsable signifiait être disponible chaque fois que quelqu'un d'autre avait besoin d'argent. La conversation suivante a eu lieu avec mon père. Il est entré dans la cuisine alors que je consultais un email de travail et m'a dit que je mettais trop de pression. Alors j'ai demandé pourquoi son besoin de temps devenait automatiquement ma responsabilité financière. Elle a besoin d'une chance, a-t-il dit. Je l'ai regardé et j'ai demandé, et de quoi ai-je besoin? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il m'a dit que j'avais toujours été meilleur pour gérer les choses et que Sophie avait plus de mal à démarrer. J'ai dit qu'être capable ne signifiait pas que j'avais de l'argent illimité. Il s'est énervé et a dit que je transformais un problème familial en un exercice de comptabilité. Cette phrase m'est restée en tête parce que la comptabilité était mon travail. Mais ce n'était pas moi qui avais créé le déséquilibre. Je refusais seulement de l'ignorer. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Nathalie Brox pour un café. Elle me connaissait depuis des années, et je lui faisais assez confiance pour lui raconter ce qui s'était passé. Je ne lui ai pas donné tous les chiffres, mais j'ai expliqué que mes parents s'attendaient à ce que je continue à couvrir les frais de la maison du lac tout en continuant à soutenir Sophie. Nathalie a écouté sans interrompre. Ne transforme pas l'argent en une guerre familiale, a-t-elle dit. Je ne veux pas de guerre, lui ai-je dit. Je veux juste que chacun assume sa part. Nathalie a dit que je devrais prendre du recul avant que les choses ne deviennent permanentes. Son conseil semblait raisonnable, et j'étais soulagé de parler à quelqu'un qui n'était pas directement impliqué. J'ai quitté cette conversation en croyant que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ce que j'essayais de faire. Quelques jours plus tard, Sophie m'a appelé. « Pourquoi vérifies-tu les dossiers de l'hypothèque » a-t-elle demandé. J'ai arrêté ce que je faisais. Quel dossier? L'hypothèque, les impôts, les virements. Maman a dit que tu passais tout en revue. Je n'avais pas parlé à ma mère de la liste complète. J'avais seulement mentionné que je révisais les paiements. Sophie connaissait des détails que je n'avais discutés qu'avec Nathalie. Qui t'a dit que je vérifiais ça? Ai-je demandé. Elle a évité la question. Puis elle a dit que je rendais tout le monde nerveux et que je cherchais des raisons de la blâmer. J'ai mis fin à la conversation sans discuter. Je n'ai pas appelé Nathalie immédiatement. Je ne lui ai pas envoyé de message de colère. Je me suis simplement assise et j'ai repensé à la conversation que j'avais eue avec elle, en séparant ce que j'avais dit de ce que Sophie savait maintenant. Il n'y avait pas d'autre explication logique. Nathalie avait parlé à Sophie. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas demandé d'excuses, et je ne lui ai pas donné une autre chance de s'expliquer. J'ai cessé de discuter des finances de ma famille avec elle et j'ai gardé mes dossiers privés à partir de ce moment-là. La semaine suivante, mon téléphone a sonné alors que j'étais au travail. C'était mon père. Sa voix était ferme. Ta mère et moi avons décidé que Sophie reprendrait la maison du lac. Je n'ai rien dit pendant un moment. Il a continué avant que je puisse répondre. Nous pensons que c'est le meilleur arrangement pour tout le monde. J'ai regardé le dossier à côté de mon bureau et je l'ai écouté expliquer ce qu'ils avaient décidé. Il parlait comme si mon opinion n'était plus nécessaire. J'ai demandé quand ils avaient pris la décision, mais il n'a pas répondu directement. Il a répété que Sophie était prête pour la responsabilité et que je devais respecter leur choix. J'ai écouté jusqu'à ce qu'il ait fini, puis je lui ai dit que je comprenais. Il a semblé satisfait et a mis fin à l'appel. J'ai reposé le téléphone et je suis retourné à ma feuille de calcul. J'ai écouté attentivement, en m'assurant de ne rien manquer, a-t-il dit. 2 semaines plus tard, mes parents ont organisé la fête à la maison du lac. Richard avait invité quelques amis proches, et plusieurs parents étaient déjà là quand je suis arrivé. Personne ne m'avait dit exactement à quoi servait la soirée, mais la réponse est devenue évidente quand mon père s'est tenu près de la cheminée et a demandé à tout le monde de se rassembler. Sophie était à côté de lui, souriant comme si elle savait déjà ce qui allait arriver.
Richard a levé son verre et a annoncé que la maison du lac serait désormais la responsabilité de Sophie. Il a parlé de la famille, de nouveaux départs, et de sa fierté qu'elle soit enfin prête pour quelque chose à elle. Les gens ont applaudi. Ma mère s'est avancée et a serré Sophie dans ses bras avant de se tourner vers les autres. Sophie mérite un endroit à elle, a dit Linda. Elle a travaillé dur pour se remettre sur pied. Puis elle m'a regardé. Emma a toujours été si indépendante. Elle n'a jamais eu besoin de la famille comme Sophie. Quelques personnes ont hoché la tête. Quelqu'un m'a félicité d'être une si bonne grande sœur. Je les ai remerciés parce que corriger l'histoire au milieu de la pièce n'aurait fait que créer une autre dispute. Sophie a accepté l'attention facilement. Elle a levé les clés et a remercié nos parents, puis m'a jeté un coup d'œil avec un petit sourire. Tu sais, Emma, tout ne doit pas forcément tourner autour de qui a payé quoi. Je l'ai regardée. Je n'ai rien dit à propos de l'argent. Elle a haussé les épaules. Tu n'as pas besoin. Tu gardes des traces de tout. Quelques personnes ont ri. Ma mère a souri comme si Sophie avait fait une blague inoffensive. Je suis restée silencieuse. Puis j'ai remarqué un dossier sur la table à côté de mon père. La première page n'a été visible qu'une seconde, mais j'ai vu le nom de Sophie imprimé dessus. Il y avait plusieurs documents en dessous, soigneusement arrangés et prêts à être examinés. Je me suis approché. Qu'est-ce que c'est? Richard a posé sa main sur le dossier. Rien dont tu doives te soucier. J'ai regardé Sophie, puis ma mère. Alors, c'était déjà décidé. Richard n'a pas répondu immédiatement. Linda est intervenue et a dit qu'ils discutaient de l'arrangement depuis un certain temps. La façon dont elle l'a dit a rendu une chose claire. Ce n'était pas une décision qu'ils avaient prise ce soir-là. La célébration était simplement le moment où ils avaient choisi de l'annoncer. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai rien demandé de changer. Je n'ai pas dit à Sophie dans quoi je pensais qu'elle s'engageait. J'ai fini le verre que j'avais à la main, j'ai dit au revoir aux personnes qui essayaient encore d'avoir une conversation polie et je suis parti. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le vieux dossier à côté de mon bureau. Puis j'ai sorti les dossiers que j'avais sauvegardés au fil des ans. J'ai séparé les paiements de l'hypothèque des impôts fonciers, puis j'ai ajouté l'assurance, les factures de réparation, les paiements de services publics, et les virements. Je n'essayais pas de prouver que mes parents avaient tort. Je voulais un chiffre. Combien avais-je réellement mis dans cette maison du lac? J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai entré le premier paiement, puis le suivant, puis un autre. Le total a commencé à grimper plus vite que je ne l'avais prévu. Je suis remonté plus loin que je ne l'avais prévu. Certains dossiers étaient numériques, d'autres étaient des relevés imprimés que j'avais gardés parce que mes habitudes de comptable me faisaient presque tout sauvegarder. J'ai fait correspondre chaque paiement avec la date sur la facture correspondante et j'ai séparé les coûts ménagers courants des réparations plus importantes. Quand j'ai trouvé un paiement que je ne pouvais pas classer immédiatement, je l'ai laissé en blanc plutôt que de deviner. Je voulais que le chiffre final soit exact. Les paiements de l'hypothèque ont pris le plus de temps parce qu'ils apparaissaient à différents endroits selon la façon dont j'avais transféré l'argent. Certains avaient été envoyés directement de mon compte chèque. D'autres étaient passés par le compte que ma mère utilisait pour les dépenses de la propriété. J'ai retracé chacun d'eux aussi soigneusement que possible. Les impôts fonciers étaient plus faciles à identifier. De même que les renouvellements d'assurance. Les factures de réparation apparaissaient dans les emails, les messages textes et les documents numérisés. Je les ai rassemblés un par un. Il y avait aussi des paiements de services publics que j'avais presque oubliés. Une facture d'eau d'un été, un paiement d'électricité d'un hiver où le système de chauffage était tombé en panne, un acompte d'entrepreneur que j'avais payé parce que mon père avait dit qu'il me rembourserait après la fin des travaux. Je me suis arrêté à cette entrée. Je me souvenais clairement de cette conversation. À l'époque, cela avait semblé être une autre petite faveur. Maintenant, c'était une ligne de plus dans une liste croissante. J'ai continué à travailler. Le nombre à l'écran a dépassé ce que je m'attendais à voir. J'ai vérifié à nouveau les entrées parce que je voulais m'assurer que je n'avais rien compté deux fois. J'ai retiré un paiement qui appartenait à mes propres dépenses. J'ai corrigé une autre entrée après avoir trouvé la facture originale. Puis j'ai vérifié à nouveau le solde. Il était encore plus élevé. Je me suis penché en arrière et j'ai fixé la feuille de calcul.
La fête n'avait duré que quelques heures, mais la décision que mes parents avaient annoncée avait soudainement donné à chaque ancien paiement une saveur différente. Ils avaient tendu les clés à Sophie comme si la maison du lac était un cadeau qui l'attendait. J'étais assise à mon bureau, regardant des années de transactions qui racontaient une histoire beaucoup plus compliquée. J'ai simplement continué à entrer les chiffres jusqu'à ce que le dernier document ait été associé à un paiement. Quand j'ai atteint le bas de la feuille de calcul, j'ai sauvegardé le fichier et j'ai imprimé le premier résumé complet. Le chiffre final se trouvait au bas de la page, séparé de tout le reste. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai relu. Le lundi suivant, j'ai sorti tous les relevés que j'avais sauvegardés. J'ai séparé les dossiers en 4 groupes, les dépenses appartenant à mes parents, les dépenses liées à Sophie, les coûts directement liés à la maison du lac, et les paiements qui provenaient de mon propre compte. Je voulais un dossier propre avant de tirer des conclusions. La première catégorie était simple. Les paiements de l'hypothèque, les impôts fonciers, les renouvellements d'assurance, et les réparations liées à la propriété étaient faciles à identifier. La deuxième catégorie était plus compliquée. Certains virements n'avaient pas de description claire, tandis que d'autres avaient été expliqués comme une aide temporaire pour la maison. J'ai comparé ces montants avec les dates des paiements de loyer de Sophie et d'autres dépenses. Plusieurs transactions coïncidaient de trop près pour être ignorées. J'ai contacté Michael, un expert comptable indépendant que j'avais rencontré par le travail. Je lui ai donné des copies des dossiers et j'ai expliqué ce que j'établissais. Michael n'a pas spéculé sur ma famille ni ne m'a dit quelle décision prendre. Il a simplement vérifié les chiffres, retracé les transactions, et séparé les dépenses documentées de la propriété des paiements qui semblaient être allés ailleurs. Après plusieurs heures, il m'a appelé avec sa première conclusion. Vos contributions directes à la maison du lac sont beaucoup plus élevées que vous ne l'aviez estimé. Il m'a d'abord guidé à travers les paiements de l'hypothèque. Puis il a ajouté les impôts fonciers et les primes d'assurance que j'avais couverts lorsque mes parents étaient à court d'argent. Le total était déjà significatif, et c'était avant même d'inclure les réparations plus importantes. Je lui ai demandé de vérifier les factures de réparation. Ensuite, il a fait correspondre les paiements des entrepreneurs avec les dates et les montants dans mes dossiers. La plupart appartenaient à la propriété, mais tous les virements qui m'avaient été présentés comme étant liés à la maison ne pouvaient pas être associés à des travaux réels. Cela a changé la situation. La deuxième découverte était plus difficile à ignorer. Plusieurs paiements m'avaient été décrits comme des dépenses de la maison du lac, mais le moment et la destination suggéraient qu'ils avaient en fait soutenu Sophie. Un virement avait été effectué à peu près au même moment où elle avait besoin d'aide pour le logement. Un autre est apparu peu de temps après qu'elle ait changé d'emploi. Il n'y avait rien de compliqué dans les transactions une fois qu'elles étaient placées à côté de ces dossiers. L'argent avait simplement été déplacé dans un but différent. Michael a pointé la feuille de calcul. Ce ne sont pas toutes des dépenses de la propriété. J'ai fixé les entrées. Je savais que mes parents aidaient Sophie, mais je n'avais pas réalisé qu'une partie de l'argent que j'avais mis dans la propriété contribuait à rendre ce soutien possible. Puis Michael m'a montré quelque chose de plus important. Lorsqu'il a comparé mes contributions avec l'argent réel nécessaire pour maintenir la maison du lac à jour, un schéma est devenu évident. Mes paiements n'étaient plus une aide occasionnelle. Ils étaient devenus une partie de la structure financière qui maintenait la propriété stable. Cela signifiait que le plan de donner la maison du lac à Sophie dépendait de quelque chose que personne n'avait dit à voix haute. Si je continuais à payer les factures, l'arrangement pourrait fonctionner. Si j'arrêtais, mes parents devraient trouver un autre moyen de couvrir les coûts permanents. Je n'ai pas dit à Michael ce que je prévoyais de faire. Je lui ai seulement demandé de s'assurer que chaque chiffre était correctement documenté. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Nous finalisons tout vendredi, a-t-il dit. Je savais exactement ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas discuté avec lui. Je ne lui ai pas demandé de reporter quoi que ce soit ni d'expliquer ce que j'avais trouvé. J'ai regardé la feuille de calcul complétée sur mon bureau et j'ai répondu, j'y serai. Avant de quitter le travail, j'ai créé un résumé séparé qui montrait la différence entre ce que mes parents avaient payé et ce que j'avais couvert. Je n'ai rien exagéré, et je n'ai pas inclus les dépenses que je ne pouvais pas vérifier. J'ai également marqué les virements qui n'avaient pas de facture justificative parce que je voulais que le dossier reste factuel plutôt qu'émotionnel. Michael a convenu que c'était la manière la plus sûre de l'organiser. Cette distinction comptait pour moi. Je n'essayais pas de monter un dossier contre mes parents.
J'essayais de comprendre l'arrangement financier qu'ils avaient créé sans jamais en discuter formellement avec moi. Pendant des années, j'avais traité chaque paiement comme une faveur isolée. Sur le papier, cependant, ces faveurs formaient un schéma cohérent. Michael m'a demandé si mes parents avaient déjà signé un accord promettant de me rembourser. Je lui ai dit que non. Les seules promesses que j'avais étaient des conversations, des textos, et une collection de paiements qui n'avaient jamais été réglés. Il m'a dit de conserver chaque dossier et d'éviter de faire des suppositions sur la propriété basée uniquement sur l'argent que j'avais contribué. Payer des dépenses ne faisait pas de la propriété la mienne. Ce n'était pas ce que je prétendais. Ce qui importait, c'est que mes parents avaient présenté la maison du lac comme un cadeau à Sophie tout en comptant sur mon revenu pour la maintenir financièrement gérable. J'ai sauvegardé la version finale de la feuille de calcul, les sauvegardé de nouveau, et j'ai imprimé les pages justificatives. Puis j'ai tout mis dans un dossier et je l'ai emporté chez moi. Vendredi n'était plus seulement une réunion de famille à propos d'une maison. C'était la première fois que j'entrais dans cette pièce en sachant exactement ce que les chiffres montraient. Vendredi matin, je me suis rendu à la maison du lac avant que les autres n'arrivent. Michael était déjà là, assis à la table de la salle à manger avec le dossier que je lui avais donné. Quelques minutes plus tard, Richard et Linda sont entrés, suivis de Sophie. Mon père a commencé à parler du transfert immédiatement. Il a expliqué que les papiers étaient prêts et que Sophie allait prendre la responsabilité de la propriété. J'ai écouté jusqu'à ce qu'il ait fini, puis j'ai regardé les documents sur la table. Je ne suis pas ici pour réclamer la maison. Je suis ici pour arrêter de prétendre que je peux continuer à la payer. Richard a froncé les sourcils. Sophie a regardé mon père, puis moi. Linda a demandé ce que je voulais dire. Je leur ai dit que j'avais examiné les dossiers financiers avec Michael et que je voulais que tout soit discuté ouvertement avant que quiconque ne signe quoi que ce soit. Michael a ouvert le dossier. Il n'a pas porté d'accusation ni pris parti. Il a simplement parcouru les chiffres. Il a montré les paiements de l'hypothèque que j'avais couverts, les impôts fonciers, l'assurance, les réparations, et autres dépenses documentées. Puis il a séparé ces montants des virements qui avaient été liés à Sophie. Les chiffres étaient suffisamment clairs pour que personne n'ait besoin d'une explication déguisée en argument. Sophie a secoué la tête. « Tu essaies de ruiner ma vie. » Je n'ai pas répondu à l'accusation. J'ai regardé les factures sur la table à la place. Si j'arrête de payer aujourd'hui, qui couvre ces factures? Personne n'a répondu. Mon père a reculé sa chaise. Nous sommes tes parents. Je l'ai regardé. Et je vous ai traité comme ma famille. Cela ne me rend pas responsable de tout le monde. Il a dit que j'étais injuste après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je lui ai demandé de nommer une seule chose qu'ils avaient payée et que je leur avais demandé. Il n'a pas pu. Linda a essayé d'interrompre, mais je lui ai demandé de laisser Michael finir. Michael a expliqué que la maison du lac avait des coûts permanents qui continueraient, peu importe qui la recevait. Les paiements de l'hypothèque seraient toujours dus. Les impôts arriveraient toujours. L'assurance devrait toujours être maintenue. Les réparations ne disparaîtraient pas parce que la propriété changeait de main. Si j'arrêtais de contribuer, quelqu'un d'autre devrait couvrir ses obligations. Sophie a regardé les papiers, mais il disait que c'était déjà réglé. J'ai regardé Richard. Il ne lui a pas répondu. C'était le premier moment où Sophie a semblé comprendre que recevoir la maison et être capable de se la permettre étaient deux choses différentes. Richard s'est tourné vers moi. « Tu ne peux pas faire ça à ta famille. »« Je peux arrêter de payer des factures qui ne sont pas les miennes, » ai-je dit. « Ce n'est pas te faire quelque chose. C'est prendre une décision concernant mon propre argent. » Linda m'a dit que je rendais tout plus froid que ça ne l'était. Elle a dit que la famille s'était toujours entraidée, et elle m'a rappelé que Sophie avait eu plus de difficultés que moi. Je lui ai dit qu'aider quelqu'un était un choix, mais s'attendre à ce qu'une personne finance les choix de tous les autres était différent. Richard est devenu plus bruyant. « Après toutes ces années, tu vas vraiment partir ?» J'ai gardé une voix égale. « Je me retire des paiements. Je ne vous prends rien. » Il m'a accusé de faire de la situation une question d'argent alors qu'il s'était toujours agi de la famille. Je lui ai dit que c'était exactement pour cela que j'avais accepté d'aider si longtemps. J'avais cru que chaque paiement temporaire faisait partie de l'aide à ma famille, mais le temporaire était devenu une routine, et la routine était devenue une attente.
Michael est resté silencieux jusqu'à ce que Richard lui demande si les chiffres prouvaient réellement quelque chose. Michael a répondu prudemment. Il prouve ce qu'Emma a payé et ce que la propriété coûte. Il montre également que l'arrangement actuel dépend de sa contribution continue. Sophie m'a regardé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu immédiatement. Richard a demandé à Michael si l'arrangement pourrait continuer si je payais simplement un montant plus petit chaque mois. Michael a expliqué que réduire ma contribution laisserait toujours les mêmes obligations à moins que quelqu'un d'autre ne remplace l'argent manquant. Il n'était pas question de savoir si j'aimais ma famille. Il était seulement question de savoir qui paierait les factures. Linda s'est tournée vers Sophie et a dit qu'elle trouverait une solution. Sophie a demandé comment. Et pour la première fois, personne n'a immédiatement offert de réponse. Je ne suis pas intervenu pour résoudre le problème. C'était la partie à laquelle il semblait le moins préparé. Dans le passé, mon silence signifiait généralement que je réfléchissais à la façon de résoudre le problème. Cette fois, je refusais de m'approprier un problème qui appartenait à quelqu'un d'autre. Richard a ramassé les documents de transfert et a dit que la signature pouvait encore avoir lieu, mais il avait besoin que je reconsidère ma position. Il a dit que la famille avait compté sur mon soutien et que changer l'arrangement était injuste. Je lui ai dit que l'arrangement ne m'avait jamais été présenté comme une obligation permanente. S'il voulait que Sophie reprenne la maison du lac, alors la responsabilité financière devait l'accompagner. Sophie a baissé les yeux sur les clés sur la table. Elle ne les a pas touchées. Richard m'a demandé de réfléchir à ce que je faisais avant de prendre une décision finale. Je l'ai regardé et ne lui ai donné aucune réponse. Le mois suivant, les factures n'étaient plus les miennes. J'ai cessé de faire des paiements pour la maison du lac, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vérifié si le compte de l'hypothèque avait assez d'argent pour couvrir le prochain retrait. Le changement a été immédiat, mais il n'a pas été dramatique comme mes parents l'avaient imaginé. Rien ne s'est effondré du jour au lendemain. L'hypothèque était toujours due. Les impôts fonciers avaient toujours des dates limites. La police d'assurance exigeait toujours un paiement, et les problèmes de réparation n'ont pas disparu parce que Sophie avait reçu les clés. La différence était simple. Mon compte n'était plus l'endroit vers lequel il pouvait se tourner lorsque ses obligations arrivaient à court. Richard a essayé de tout gérer lui-même. Il a appelé la société de crédit hypothécaire et a demandé à Linda de revoir le budget du ménage. Ils ont rapidement découvert que la maison du lac nécessitait plus de liquidités qu'ils n'avaient été préparés à fournir sans mes contributions régulières. Sophie ne pouvait pas non plus simplement entrer dans l'arrangement. Recevoir la responsabilité de la propriété n'effaçait pas l'hypothèque ni ne baissait les impôts. Elle avait toujours son propre loyer, ses frais de voiture, ses soldes de carte de crédit, et un revenu qui n'était pas encore assez stable pour absorber une autre obligation majeure. Mes parents avaient plusieurs choix, aucun n'étant facile. Ils pouvaient envisager de refinancer l'hypothèque si leurs finances et la valeur de la propriété le permettaient. Ils pouvaient vendre la maison du lac et utiliser le produit pour régler la dette et les dépenses restantes. Ils pouvaient aussi réduire d'autres dépenses et garder la propriété, mais cela signifierait changer leur mode de vie. Aucune de ces options ne m'impliquait. Sophie a été la première à ressentir les conséquences pratiques. Sans mes paiements pour combler les manques, elle a dû examiner de près ses propres finances. Elle ne pouvait pas supposer qu'un autre membre de la famille interviendrait chaque fois que son budget serait à court. Elle devait continuer à travailler, gérer ses dettes, et décider si la maison du lac était réellement abordable pour elle. La maison lui avait été présentée comme une opportunité, mais la propriété venait avec des coûts qu'elle ne pouvait plus ignorer. Quelques semaines plus tard, Nathalie m'a appelé. J'ai répondu parce que je ne voulais rien laisser d'inachevé entre nous, mais je n'étais pas intéressé à reconstruire l'amitié. Elle a essayé d'expliquer qu'elle s'était seulement inquiétée pour moi et ne pensait pas que partager ce que je lui avais dit causerait autant de problèmes. J'ai écouté, puis j'ai dit, « Tu as choisi de partager mes affaires privées. Je ne veux plus de cette amitié. » Elle est restée silencieuse. Je n'ai pas discuté de ses intentions. Je lui ai dit que je lui souhaitais bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Après cela, j'ai cessé de répondre à ses messages. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, et il n'y en avait pas besoin. Mes parents ont appelé plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Au début, ils posaient des questions sur les factures. Puis, les questions sont devenues des demandes. Un soir, Richard a finalement dit « Nous avons besoin de ton aide. »
J'attendais cette demande. Je vous ai déjà donné tout ce que j'étais prête à donner, ai-je dit. Il m'a rappelé que nous étions toujours une famille. Cela ne veut pas dire que je suis responsable de vos choix, ai-je répondu. Linda a rejoint l'appel et a demandé si je pouvais au moins les aider à organiser à nouveau les paiements. J'ai dit non. Je n'allais pas gérer la maison du lac, suivre ses dépenses, faire des paiements au nom de quelqu'un d'autre, signer quoi que ce soit pour eux, garantir un prêt, ou agir comme la personne qui empêchait tout le monde d'avoir des conversations difficiles. S'ils devaient décider de refinancer, de vendre la propriété, ou de réduire leurs dépenses, ils devaient prendre cette décision eux-mêmes. Richard m'a demandé si j'étais vraiment prête à laisser la famille traverser cela. Je lui ai dit que je n'avais pas causé le problème financier. J'avais arrêté de le couvrir. Il n'a pas répondu pendant plusieurs secondes. Puis il a dit qu'il avait espéré que je reconsidérerais. Je lui ai dit que j'y avais déjà réfléchi plus de fois qu'il ne le savait. Après cet appel, j'ai cessé de discuter de la maison du lac avec mes parents. Je n'ai pas assisté aux réunions concernant la propriété. Je n'ai pas examiné de documents pour eux. Je n'ai pas prêté d'argent, co-signé quoi que ce soit, ou servi d'intermédiaire entre eux et Sophie. Quand ils demandaient de l'aide, je donnais la même réponse. Ils devaient gérer leurs propres décisions financières. Les mois qui ont suivi ont été plus calmes. Je n'ai jamais appris tous les détails de ce que mes parents ont finalement décidé concernant la maison du lac, et je n'en avais pas besoin. Ils devaient faire le choix qui correspondait à leurs finances. Sophie devait gérer ses propres dépenses et sa carrière sans supposer que je comblerais les manques. Nathalie ne faisait plus partie de ma vie. Mes parents sont restés mes parents par le sang, mais j'ai cessé de permettre à cette relation de déterminer ce que j'étais obligé de payer. Je suis resté à Minneapolis et j'ai continué à travailler comme comptable. Mon salaire allait à mon appartement, mes économies, mon assurance, ma voiture, et la vie dont j'étais réellement responsable. J'ai reconstitué mon fonds d'urgence et j'ai commencé à planifier des choses que j'avais reportées parce que les factures de quelqu'un d'autre semblaient toujours plus urgentes. Pour la première fois depuis des années, je pouvais regarder mon compte en banque sans me demander quelles dépenses familiales pourraient apparaître ensuite. Je ne voulais pas de la maison du lac. Ce que je voulais, c'était la capacité de prendre des décisions financières sans être sous la pression de la culpabilité, du favoritisme, ou de l'attente que être responsable signifiait me sacrifier indéfiniment. Ma famille m'avait appris qu'être fiable signifiait dire oui chaque fois qu'ils avaient besoin de moi. J'ai finalement compris qu'être responsable signifiait aussi savoir quand dire non. J'aime toujours les gens avec qui j'ai grandi, mais l'amour n'exige pas un accès illimité à mon argent, à mon temps, ou à ma vie. J'ai choisi de garder ces choses sous mon propre contrôle. Et une fois que je l'ai fait, j'ai enfin senti que ma vie m'appartenait.